Le trouble dépressif peut atteindre tout le monde. Les gens pensent qu'il y a des personnes qui sont immunisées contre cela. C'est une assertion qui est fausse. Si vous traînez, la maladie va se compliquer et ce sera encore davantage compliqué de pouvoir prendre en charge le traitement, la maladie en question. Et ça va vous handicaper sur plusieurs aspects de votre vie. Vous serez incapable. Hello, dis-moi, je suis le docteur Jogué Franck Armel, médecin DES, diplôme d'études spécialisées en psychiatrie d'adultes, niveau 4, à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. On dira que le trouble dépressif est un trouble psychiatrique en général et un trouble de l'humeur en particulier qui peut se caractériser par une détresse émotionnelle, une souffrance émotionnelle qui s'étale sur la durée, on va dire sur au moins 2 semaines. Et selon le DSM-5, il faudrait au moins un de ces critères suivants, obligatoires. C'est-à-dire une altération de l'humeur ou bien ce qu'on appelle une anédonie. Ça va être une perte de plaisir ou de goût pour les activités qui procuraient avant du plaisir. Donc soit c'est de la tristesse, soit c'est de l'anédonie. Il faut au moins un de ces 2 critères de façon obligatoire sur 2 semaines. Et ensuite, il peut avoir d'autres symptômes qui peuvent s'agripper à ces symptômes-là. En dehors de la tristesse et de l'anédonie, on peut avoir plusieurs autres symptômes, notamment on va avoir un patient qui va avoir un ralentissement au niveau de la réflexion, qu'on appelle souvent la bradycepsie. On va avoir un patient qui a un ralentissement au niveau de l'élocution, de la parole, qu'on va appeler bradyphénie. On va avoir un patient qui va avoir des troubles de la concentration, qui va avoir des troubles au niveau de la mémoire. Il peut avoir un ralentissement au niveau des mouvements. Il peut avoir ce qu'on appelle des crises de larmes. Il peut avoir des idées dévalorisantes. Il peut s'auto-dévaloriser. Il peut avoir une perte de l'appétit, un amaigrissement. Parfois même ça peut être le contraire, une prise de poids. Ça peut être également une baisse de la libido. On peut avoir même des myalgies. Parfois même on peut avoir des signes physiques qui peuvent être trompeurs, je dirais. Ça dépend du thérapeute que le patient va avoir en face de lui. En fonction du tableau que le patient présente, on peut déjà s'orienter vers le diagnostic. Mais si on veut avoir une confirmation, on a des outils qu'on peut utiliser. Il y a l'échelle d'Hamilton. On peut trouver sur Internet pour pouvoir spécifier la dépression, pour pouvoir caractériser. Et en fonction de la clinique, on peut avoir des formes de dépression. On peut classer la dépression selon l'évolution, selon l'intensité. Donc, en fonction de tout cela, on peut se faire une idée du diagnostic et une idée de ce qu'on peut faire du patient. Beaucoup de personnes ne connaissent déjà même pas ce qu'on appelle le trouble dépressif. Donc le patient peut développer des symptômes, un tableau clinique d'une dépression et sans que forcément lui-même ne le sache et son entourage ne le sache. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la dépression peut se classer en fonction de l'intensité, en fonction de la forme et en fonction de l'évolution. Si nous sommes en fonction de l'intensité, on dira qu'on peut classer la dépression en fonction de troubles dépressifs légers, de troubles dépressifs moyens et de troubles dépressifs sévères. En fonction des formes, on peut avoir des troubles dépressifs avec caractéristiques anxieuses, avec caractéristiques psychotiques, avec caractéristiques mélancoliques. En fonction de l'évolution, on peut avoir une dépression qui évolue en un seul épisode. On va parler d'un trouble dépressif caractérisé et puis qui va évoluer pour son propre compte. Et ça peut se résorber et puis il peut avoir une installation d'un autre épisode avec un intervalle de 2 mois à peu près. On va parler cette fois-là de trouble dépressif récurrent. C'est-à-dire qu'entre les 2 épisodes, s'il y a eu un écart de 2 mois résolutif, à ce moment-là, on parlera de trouble dépressif récurrent. Maintenant, il peut y avoir quelqu'un qui a son trouble dépressif qui évolue sur le temps sans jamais s'arrêter. On va parler du trouble dépressif persistant. Donc, en fonction de ça, on peut avoir un patient qui va évoluer selon ces formes-là, selon cette intensité, selon les caractéristiques et ne jamais savoir qu'il a une dépression. Ça peut être au niveau du travail, il peut y avoir des risques psychosociaux au niveau du travail. Quand par exemple quelqu'un ne s'entend pas bien avec ses collègues ou bien quelqu'un qui subit des humiliations. Ça peut être quelqu'un qui, au niveau de ses études, n'a pas de bonnes notes et peut avoir ce tableau qui peut s'installer progressivement. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir subi une rupture amoureuse, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui a des conflits avec ses parents ou avec des amis. Ça peut s'installer de cette façon-là. Ça peut passer par un deuil. Ça peut être quelqu'un qui est dans la solitude et il peut avoir une installation d'un trouble dépressif. Donc, on peut avoir plusieurs raisons, plusieurs facteurs de risque. Il peut avoir une part génétique dans la dépression. La documentation le prouve assez. On a des personnes chez qui, quand on objective un trouble dépressif, on va se rendre compte que parfois, ça peut être le père, ça peut être la mère, ça peut être même un grand-parent qui avait auparavant eu un trouble dépressif. Et ça peut être un nid pour la formation d'autres troubles dépressifs. À ma connaissance, je ne dirais pas que ça touche différemment
Quand on a un trouble dépressif, on a un trouble dépressif. Je vous ai donné les critères. Selon qu'on soit chez la femme ou chez l'homme, on aura pratiquement les mêmes critères cliniques. Donc, ça ne diffère pas en fonction du sexe. Ça va différer en fonction des facteurs de risque. Chez nous, en psychiatrie, on n'utilise pas le mot guérison. On a pour habitude d'utiliser le mot rémission parce qu'on se dit que la maladie peut toujours revenir en fonction des symptômes, en fonction de l'attitude du patient. Quand je parle d'attitude, est-ce que le patient va être observant au traitement? Est-ce qu'il va non seulement être observant, est-ce qu'il va être dans l'adhésion au traitement? Parce qu'il y a une différence entre l'observance et l'adhésion. Le patient qui est observant, c'est un patient-là qui va juste se contenter de prendre les médicaments qu'on lui demande de prendre. Le patient qui est dans l'adhésion, c'est ce patient qui non seulement est observant, mais qui comprend le bien fondé de la prise médicamenteuse, qui lui-même met en place une technique, un système pour pouvoir prendre ses médicaments et qui comprend l'importance de prendre ces médicaments-là. Donc, en fonction de ça, on va parler des rémissions. Si le patient prend bien ses médicaments, les symptômes vont disparaître, on va parler des rémissions sur une certaine durée. Et donc, c'est pour ça que je dis, s'il y a rémission et que le patient arrête le traitement sans que le thérapeute ou le médecin lui demande d'arrêter, les symptômes peuvent revenir. À ce moment-là, on va parler soit d'une récidive, soit d'une rechute. Donc c'est en fonction de ça. Donc je ne dirais pas guérison, je dirais rémission. Et on peut dire rémission partielle ou rémission totale. C'est en fonction, comme je l'ai dit, de l'intensité et des formes. Si un patient est dans un trouble dépressif léger, on va s'abstenir de mettre un traitement médicamenteux. La plupart du temps, on va utiliser ce qu'on appelle la psychothérapie. Si on a des aptitudes pour pouvoir faire la psychothérapie, nous, en tant que psychiatre, on peut faire la psychothérapie. Si nous n'avons pas d'aptitude ou si nous n'avons pas du temps pour pouvoir mettre en place ce traitement-là, on va faire appel à nos collègues psychologues pour pouvoir mettre en place ce traitement. Et si le trouble dépressif est modéré ou sévère, à ce moment-là, nous n'avons pas d'autre choix que d'utiliser des médicaments, plus de la psychothérapie. Et les traitements médicamenteux, ça passe par les antidépresseurs, par des anxiolytiques et parfois même par des antipsychotiques, en fonction de la forme. Dans cette forme de traitement, il faut dire que le sommeil, l'alimentation, l'activité physique ont une place très importante. Je m'explique. Très souvent, la plupart des maladies psychiatriques, vous allez constater qu'il y a souvent de l'insomnie. Et parfois, l'insomnie est une porte ouverte à plusieurs pathologies en psychiatrie. Et ce n'est pas seulement qu'en psychiatrie. Et donc, un patient qui a un trouble dépressif, très souvent, va avoir aussi des troubles au niveau du sommeil. La plupart du temps, une insomnie matinale. Mais ça peut être d'autres formes d'insomnie. Quand on va mettre le traitement médicamenteux, on va se rassurer que la partie sommeil est également corrigée. Si le patient a une insomnie, on va mettre un médicament à visée inoptique pour pouvoir traiter l'aspect sommeil chez le patient. Et même quand le tableau dépressif se corrige, très souvent même le sommeil aussi va se corriger au fur et à mesure qu'on avance dans le traitement. Maintenant, l'activité physique. Très souvent, les patients avec le trouble dépressif fonctionnent de façon ralentie. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir corriger cela? On va mettre en place ce qu'on appelle l'activation comportementale. Ça fait partie toujours de ce qu'on appelle les TCC. On va donner un certain nombre d'astuces aux patients et la façon dont il peut les mettre en place pour pouvoir s'activer d'un point de vue comportemental. Donc ça va l'aider à souvent sortir parce que quand il est ralenti dans le comportement, il aura tendance à s'isoler, il aura tendance à faire un repli sur lui-même, il aura tendance à rester dans sa chambre, à être clinophile. Donc ce sera pour nous l'occasion de lui donner des armes pour pouvoir sortir afin de s'activer d'un point de vue comportemental. Et ça va lui permettre de reprendre goût à la vie, de reprendre goût à plusieurs choses. Le but dans un premier temps n'est pas de pouvoir avoir du plaisir avant de sortir. Parce que si le patient attend d'avoir le plaisir avant de sortir, ça ne va jamais arriver. Il faudra qu'il sorte, il s'active d'un point de vue comportemental et le plaisir pourra revenir après. Donc c'est souvent ça l'astuce. Pour mesurer l'efficacité du traitement, c'est en fonction du patient, c'est en fonction du médicament qu'on met en place. Est-ce que c'est une monothérapie? Est-ce que c'est une bithérapie? C'est aussi également en fonction de la posologie qu'on met en place. Parce qu'il faut noter que si j'ai 2 ou 3 patients avec un trouble dépressif, si je mets un traitement identique chez les 3 patients, l'évolution ne sera pas la même chez les 3 patients. C'est en fonction d'un certain nombre de facteurs, je dirais. Et c'est en fonction aussi du médicament que je mets en place. Je peux mettre un traitement antidépresseur chez un patient A. Au bout de 2 semaines, il commence à sentir l'amélioration. Chez le patient B, c'est au bout de 1 mois qu'il va commencer à sentir l'amélioration. Chez le patient C, c'est peut-être au bout de même de 6 semaines qu'il commencera à sentir une amélioration. Mais toujours est-il que quand on met un traitement antidépresseur en place, il faudrait au minimum 2 semaines pour commencer à sentir les effets du traitement qu'on a mis en place. Ça peut commencer par l'amélioration d'un certain nombre de choses. Ça peut être le sommeil qui s'améliore, ça peut être l'appétit qui s'améliore, ça peut être les fonctions sexuelles qui s'améliorent, ça peut être, comme on dit, les conduites instinctuelles qui s'améliorent. L'humeur va s'améliorer au bout de minimum 2 à 3 semaines de traitement. Maintenant, on peut aller au-delà d'1 mois. Si on constate que les choses ne marchent pas, on va essayer d'investiguer. Est-ce que le patient est effectivement observant ou inobservant? Parce que ça peut être que le patient ne prend pas bien son traitement. Ça fait que la maladie ne va pas s'améliorer comme il faut. Est-ce que c'est la posologie qui n'est pas bonne? On va essayer d'augmenter la posologie si on se rend compte que le patient prend effectivement bien son traitement. Si on augmente la posologie et qu'au bout d'un certain temps,
on se rend compte que le tableau clinique n'évolue pas toujours dans le bon sens. On va voir si soit on augmente encore la dose ou si on ajoute un autre antidépresseur au traitement qu'on avait mis initialement. Mais quand on met une bithérapie, il faut préciser, ce ne sera pas la même famille parce qu'on a plusieurs familles d'antidépresseurs. On a plusieurs molécules. Donc on ne va pas faire une association au hasard. C'est en fonction de l'évolution clinique du patient qu'on va savoir s'il faut faire une monothérapie, la posologie, la bithérapie, la trithérapie, ou s'il faut associer même un antipsychotique, parce qu'il y a des antipsychotiques qui ont des effets antidépresseurs. C'est en fonction de tous ces éléments-là qu'on va avoir l'évolution et savoir comment manager un patient. Le plus grand défi, c'est souvent d'accepter d'aller se faire consulter, parce que parfois le patient est dans le déni de la maladie. Ils n'acceptent pas qu'il y a un problème. Ils ont souvent des préjugés, parfois il y a de la stigmatisation, déjà même par rapport à la psychiatrie en général et par rapport aux troubles dépressifs en particulier. Quand vous allez dire à un patient d'aller en psychiatrie, il a tout de suite des clichés qui lui viennent dans la tête en fonction de ce qu'il a entendu. On va lui dire que la psychiatrie c'est pour les fous, généralement c'est ce qui se dit dans les quartiers. Donc il va généralement refuser de venir en consultation parce qu'il va se dire je ne suis pas fou. Donc il y a déjà ça le premier défi. Et même quand ce défi-là est traversé, quand il arrive à l'hôpital, il y a aussi cet obstacle-là d'accepter qu'il est, d'accepter qu'il y a une maladie et de pouvoir accepter la prise en charge médicamenteuse. Donc c'est de pouvoir travailler avec ces patients et ça passe par la psychoéducation, une bonne dose de psychoéducation. Il faut prendre le temps de pouvoir bien expliquer aux patients qu'il y a un problème et que ce n'est pas une fatalité et qu'il peut pouvoir s'en sortir s'il prend bien les médicaments et qu'il suit bien le traitement qu'on va pouvoir mettre en place. Effectivement, ce trouble peut se compliquer si rien n'est fait. La principale complication souvent, c'est que le trouble dépressif va aller vers une sévérité. On va avoir des formes assez sévères, comme ce qu'on appelle les formes mélancoliformes. Le patient va entrer dans la mélancolie, le patient va avoir des idées suicidaires assez scénarisées, sévères. Donc si rien n'est fait, il peut aller vers des tentatives de suicide. Il peut même aller vers des manifestations psychotiques qui peuvent l'entraîner vers des troubles psychotiques carrément. Donc si rien n'est fait, on peut aller vers d'autres pathologies. Là, c'est l'un des plus grands aspects du traitement. Savoir impliquer la famille et savoir à quel moment impliquer la famille. Parce que le traitement du trouble dépressif passe aussi par l'entourage. Il faut pouvoir bien expliquer à l'entourage de quoi souffre le patient. Il faut pouvoir impliquer la famille, comme je le disais tantôt. Leur donner les astuces pour pouvoir prendre soin du membre de la famille en question. Il faut pouvoir avoir un entourage assez étayant. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas être dans le jugement, il ne faudrait pas être dans la dévalorisation, il ne faudrait pas être dans la stigmatisation. Parce que quand on est dans le trouble dépressif, généralement le patient a tendance à s'auto-dévaloriser. Il va avoir le sentiment qu'il ne sert à rien, il va avoir le sentiment qu'il est nul, il va avoir le sentiment qu'il est un poids pour sa famille. C'est de souvent pouvoir le valoriser, l'encourager, de souvent parfois l'aider à sortir avec lui, avoir des sujets qui le font rire, avoir des activités qui vont lui permettre de s'activer d'un point de vue comportemental, comme je vous l'ai dit plus haut. Je ne dirais pas que c'est des innovations. Ce sont des traitements qui existent depuis fort longtemps, mais qui sont encore en train d'être réactualisés. Vous avez par exemple ce qu'on appelle les ECT, qu'on appelle couramment la sismothérapie. C'est des traitements qui existent depuis, qu'on peut parfois utiliser dans les dépressions sévères et dans les dépressions résistantes. Ça existe depuis de nombreuses années, mais ce n'est pas pratiqué sur nos cieux en Afrique, parce qu'il n'y a pas du matériel et parfois c'est souvent perçu comme quelque chose de traumatisant par les familles. Mais sur d'autres cieux en Occident, c'est des traitements qui sont utilisés assez couramment quand on est dans les troubles dépressifs sévères, comme je vous ai dit, et quand on est dans les troubles dépressifs résistants. Sur d'autres cieux, ils utilisent de la kétamine. Parfois, on utilise des antipsychotiques. Quand le traitement antidépresseur lui-même ne marche plus, on peut utiliser des antidépresseurs. Il y a certains antipsychotiques qu'on peut utiliser dans les troubles dépressifs. Donc, comme innovation, c'est ce que je peux dire par rapport à cela. Les applications en ligne, je dirais que c'est assez dangereux parce que déjà, premièrement, les traitements psychiatriques sont des médicaments assez dangereux et ce n'est pas prudent de pouvoir les prendre sans prescription médicamenteuse et sans surveillance. Parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires par rapport aux médicaments psychiatriques. Donc, il serait sage et intelligent, quand on est dans la souffrance, de souvent aller vers un spécialiste en la matière pour pouvoir poser le diagnostic, mettre un traitement en place et faire même un bilan pré-thérapeutique même avant la mise en place du traitement. Parce qu'on peut vous mettre un traitement médicamenteux, si on n'a pas fait un bilan pré-thérapeutique, le traitement en question peut vous déranger, notamment au niveau du cœur principalement. Donc ce serait bien d'aller vers un spécialiste en la matière pour pouvoir mettre en place une prise en charge médicamenteuse adaptée. Les applications, je n'ai rien contre, mais je pense que c'est plus dangereux pour les personnes et les patients qui s'y prêtent.
Pour un patient qui est au début de sa maladie, il ne faut pas avoir peur de pouvoir aller vers quelqu'un qui s'y connaît, vers un spécialiste. Il ne faut pas hésiter à y aller parce que si vous traînez, la maladie va se compliquer et ce sera encore davantage compliqué de pouvoir prendre en charge le traitement, la maladie en question. Et ça va vous handicaper sur plusieurs aspects de votre vie. Vous serez incapable d'aller au travail ou bien à l'école, vous serez incapable de prendre soin de votre famille parce que quand vous êtes dans un état dépressif, vous ne pouvez pas prendre soin de vous ni de votre entourage. Si vous avez femme et enfants, ce serait difficile pour vous de prendre soin d'eux. Ce serait difficile pour vous de pouvoir aller au travail et de pouvoir être performant, rentable. Et ça peut entraîner des complications telles que des renvois. On peut vous licencier. Si vous êtes un étudiant, vous aurez du mal à fixer vos cours. Et ça va faire que vous pourrez être incapable de pouvoir aller aux évaluations et de pouvoir avoir de bonnes notes. Ça va vous pousser à aller au rattrapage et parfois même redoubler la classe en question. Donc, il serait important, quand vous sentez que ça ne va pas bien, de pouvoir aller vers le thérapeute pour initier une prise en charge adaptée. Avant même d'aller vers les proches, il faudrait que les gens comprennent que le trouble dépressif peut atteindre tout le monde. Les gens pensent qu'il y a des personnes qui sont immunisées contre cela. Parce que très souvent, c'est ce que les gens peuvent penser, que je ne peux pas être atteint d'un trouble dépressif. C'est une assertion qui est fausse. Tout le monde peut avoir un trouble dépressif. Et il y a des corps qui sont davantage exposés à cette maladie-là. Il y a des personnes qui sont dans le corps médical, il y a des enseignants, il y a des personnes qui sont dans le corps militaire, les policiers et tout ça là. Donc, c'est des corps qui sont plus exposés à des troubles dépressifs. Il ne faut pas hésiter à aller vers un spécialiste, comme je l'ai dit tantôt. Maintenant, à l'entourage du potentiel patient qui peut être atteint d'un trouble dépressif, comme je le disais tantôt, il ne faut pas être dans la stigmatisation. Il faut tout de suite apprendre à déceler et à repérer que quelque chose ne va pas bien. Il faut être dans la bienveillance. Il faut être dans une attitude à donner des conseils aux patients sans être dans une attitude, une posture de jugement. Lui donner des conseils de manière à ce qu'il puisse comprendre et qu'il puisse aller à l'hôpital se faire consulter. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut pouvoir corriger certaines choses qu'on voit partout ailleurs. Donc il faut être dans la bienveillance, il ne faut pas être dans le jugement, il ne faut pas être dans la stigmatisation, il ne faut pas être dans la moquerie, il ne faut pas être dans la dévalorisation. La manière dont la société perçoit les troubles dépressifs, je dirais qu'il y a encore beaucoup à faire. Ça passe par de la sensibilisation, pas de la prévention. Parce que très souvent, chez nous, on est plus dans le curatif. On attend quand il y a l'installation de la maladie pour pouvoir aller à l'hôpital, pour pouvoir agir. Si on pouvait agir en termes de prévention, quand je dis prévention, ça passe par la sensibilisation, ça peut passer par des spots publics, dans des radios, à la télévision. Si déjà des pouvoirs publics, je ne suis pas politicien, si déjà des pouvoirs publics peuvent accorder un peu plus de temps et un peu plus de priorité au corps médical en général et au corps psychiatrique en particulier pour pouvoir faire de la sensibilisation, pour pouvoir aller dans des écoles même, partout où c'est possible, pour pouvoir aller parler de ça. Ça nous éviterait au moins 50% de pathologies psychiatriques. Ça, c'est un aspect. Je pourrais aussi parler des soins de santé primaire en santé mentale. C'est un aspect sur lequel il faudrait qu'on puisse aussi pouvoir travailler. Encore une fois de plus, il faudrait que nos pouvoirs publics puissent vraiment axer la prise en charge sur cet aspect-là. Les soins de santé primaire en santé mentale, ça passe par la prévention. Parce que si on ne fait pas une bonne prévention, si on ne fait pas une bonne promotion de la santé, on aura toujours énormément de patients qui viendront à l'hôpital parce qu'ils sont en souffrance. Je dirais que la dépression n'est pas une fatalité. Quand on est en souffrance, il ne faut pas avoir honte de pouvoir demander de l'aide. La dépression n'est pas un péché. On n'appelle pas la maladie sur soi. Quand la maladie est là, il faut très vite se dépêcher, aller se faire consulter. Et ce n'est que comme ça là qu'on pourra se faire soigner assez rapidement et pouvoir vaquer à ses occupations au quotidien. Il faut pouvoir sensibiliser autour de vous avec le peu de connaissances que vous avez, pouvoir faire la promotion autant que vous pouvez. Même si vous n'avez pas les connaissances, faites de la promotion. Allez vers les spécialistes, demandez à ceux qui sont autour de vous s'ils connaissent les spécialistes autour d'eux qui pourront vous aider à faire de la sensibilisation. Ce n'est que comme ça là qu'on pourra y remédier. Chacun en mettant de sa main, on pourra corriger un certain nombre de choses.